à un moment donné de l'échange qu'on va avoir entre nous, parce qu'on va quand même vouloir donner une forme d'échange à ce temps, vous serez invité à utiliser vos téléphones et à scanner un QR code, puisqu'on va interagir avec une intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher. Ça va nous aider pour la suite. Puis on risque aussi de vous poser quelques questions. Donc c'est plus simple. C'est trop tard. Vous êtes avancé. Bon, bah, il est 45, hein, on va commencer. C'est parti. Bah déjà, je vais te laisser te présenter. On va se présenter à vous et puis après, on va démarrer. Bonjour à tous. Moi, je suis Julia Dumont. Je suis la directrice de l'atelier Canopée 94, anciennement professeure d'histoire-géographie. Moi, je suis Franck Baudin. Je suis aussi directeur d'atelier Canopée dans un autre département d'Île-de-France que tout le monde a bien identifié normalement puisque c'est la Seine-Saint-Denis. Je suis directeur de l'atelier Canopée 93 et on est installé pour ceux qui sont du département dans la ville de Livry-Gargan, donc vraiment à l'est de la Seine-Saint-Denis. Si vous connaissez un peu les ateliers Canopée, vous savez qu'il y en a un par département qui peut vous accompagner, vous former. Et donc on est là aujourd'hui devant vous ou avec vous pour parler intelligence artificielle grand public, donc pas forcément les intelligences artificielles que vous retrouvez dans un certain nombre d'applications qui sont disponibles et peut-être même qui sont présentées ici. Là vraiment aujourd'hui l'idée avec vous c'est d'échanger et de travailler avec ou autour d'un phénomène qui est apparu en janvier pour le grand public, enfin fin novembre, début décembre pour le grand public, c'est les IA génératives. Et on est parti, ensemble pour 30 minutes sur les modèles de langage. Mais ce qui nous semblait quand même intéressant, c'est que dans un temps où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'était quand même de définir un petit peu ce dont on parlait. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, nécessairement, on aborde un sujet complexe et un sujet vaste. Donc, plutôt que de le décrire ou de parler des intelligences artificielles comme d'une technologie en particulier, l'idée, c'est bien de voir un petit peu quelle définition on peut en donner et puis de voir à travers, de brosser un peu les différents champs dans lesquels on va retrouver l'intelligence artificielle. Et comme ça, on va très vite voir que ça dépasse le champ de la pure technologie, mais ça a bien d'autres implications. Donc, si on veut définir ce qu'il y a ou ce que sont les intelligences artificielles, bah, on peut se référer à des éléments très très simples. Hein. Il y a une définition qui est donnée par le Parlement européen qui nous dit ce que sont les intelligences artificielles. Donc, c'est écrit ici, une intelligence artificielle, c'est un outil utilisé par une machine et cet outil reproduit des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement. Donc ça, on voit bien, hein, c'est pas nouveau d'ailleurs. Les IA qui jouent aux échecs, voilà, on est dans cette forme de raisonnement et elles ne sont pas nouvelles. La planification, on vous l'a dit avec Julia, on arrive d'un petit peu loin, de Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis. On a utilisé, ou moi en tout cas, j'ai utilisé une IA de planification, Citymapper, pour venir ici et être à l'heure. Et puis aussi, elles accomplissent des tâches liées à la créativité. Et souvent, en fait, ce qu'on observe, c'est que ces IA ou ces intelligences artificielles sont spécialisées sur une activité en particulier et rien qu'une activité. Et d'ailleurs, cette définition du Parlement européen, je vous ai remis ici, on vous a remis le portrait de Marvin Minsky, qui est celui qui a fondé le laboratoire d'intelligence artificielle au MIT aux États-Unis, et il nous en donne une définition approchante. Il nous dit qu'une IA, c'est un programme informatique qui s'adonne à des tâches, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elle demande des processus mentaux de haut niveau, tels que apprentissage, perception, organisation de la mémoire et raisonnement. Donc on retrouve le raisonnement. Là, on ajoute en plus la notion d'apprentissage. Vous avez tous entendu parler des modèles d'apprentissage boostés à l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle par exemple le deep learning. Donc des machines qui apprennent toutes seules, qui apprennent à se comporter. Si certains ont des tondeuses ou des robots aspirateurs qui sont capables de se mouvoir dans un espace, ce sont des outils qui sont boostés à l'intelligence artificielle et qui apprennent de leur parcours pour optimiser ensuite leur déplacement. Donc c'est
Voilà, encore une fois, ce n'est pas nouveau. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'apprentissage automatique, je l'ai dit. Souvent, ces apprentissages automatiques, ils s'appuient sur des technologies qu'on appelle réseaux de neurones. Donc, c'est des processus informatiques qui permettent d'identifier des informations précises dans une quantité importante d'informations. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. L'IA, on la retrouve aussi dans des éléments où elle est liée à la robotique. Je parlais des tondeuses ou des aspirateurs, mais ça c'est vraiment l'exemple type. Mais aujourd'hui, on voit des robots qui sont capables de se déplacer tout seuls dans un environnement urbain, d'adopter des comportements, voire même de collaborer entre eux. Je vous invite à aller voir le site par exemple d'une boîte aux États-Unis qui s'appelle Boston Dynamics qui fait travailler comme ça des robots. C'est très très impressionnant. Bien sûr, on parle des modèles de langage. Donc ces réseaux de neurones, ils nous permettent à des machines d'analyser des corpus de langage gigantesques. Quand je dis gigantesque, c'est des millions de pages. C'est pas le web en entier, mais c'est une grosse partie du web. Wikipédia, par exemple, on sait que ChatGPT fonctionne en ayant digéré le Wikipédia anglo-saxon, mais il n'a pas digéré que ça, il a aussi digéré des discussions entre humains sur les forums d'échange, par exemple. L'IA, c'est aussi la vision par ordinateur, donc la capacité qu'ont les machines à se repérer dans un environnement qui n'est pas le leur. Dans l'imagerie médicale, par exemple, c'est quelque chose qui est très utilisé. Et puis, bien sûr, tout ça pose des questions en termes d'éthique et de gouvernance. Donc l'IA, c'est aussi, ou ça relève aussi, du champ de la sociologie, de la politique et du juridique. Donc vraiment, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de tout ça en même temps. C'est un domaine très vaste, difficile à appréhender, mais en tout cas, avant de démarrer pleinement, ça nous semblait important de reposer un petit peu ou de rebaliser ce territoire de l'IA. Alors maintenant, comme on a 30 minutes, c'est là où on va faire appel à vous, maintenant qu'on a dit qu'on a brossé ce paysage. L'idée, c'est que pendant les 30 minutes qui arrivent là, ou qui viennent, on vous accompagne ou on travaille avec vous et une intelligence artificielle. Alors, sur les modèles de langage, il y a tout un tas d'expériences qui ont été menées. Les premiers éléments ou les premières expériences qu'on a pu avoir, c'était d'aller leur poser des questions pour savoir s'ils savaient. Alors bien souvent, on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas bien, ou qu'ils savaient mal, ou qu'ils hallucinaient. Donc sans doute qu'il faut distinguer les modèles de langage, donc les IA type ChatGPT, d'un moteur de recherche. C'est pas du tout la même chose. Mais par contre, quand on va les chercher là où ils sont bons, c'est-à-dire dans leur capacité à produire du texte et à brasser des mots, on peut tout de suite se rendre compte qu'on a parfois un partenaire intéressant lorsqu'on travaille en éducation. Et là, on s'est dit qu'avec vous, le pari qu'on pouvait essayer de relever cet après-midi, c'était d'aller interroger un modèle de langage pour lui demander de nous faire changer de point de vue, de nous inspirer, et puis éventuellement aussi de casser une habitude, quelque chose qu'on a toujours l'habitude de faire, enfin qu'on fait toujours de la même manière, parce que c'est la routine et parce que ça fonctionne bien, mais peut-être que parfois, on pourrait faire autrement. Et si on ne va pas poser la question à quelqu'un ou à une machine, on va avoir du mal à se décentrer. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est justement ça. C'est comment, avec un modèle de langage, on peut changer de position, faire évoluer ses pratiques, son point de vue. Du coup, on va, si vous le voulez bien, vous demander, vous pouvez rester tout seul, mais éventuellement de vous mettre un petit groupe, même à 2 ou 3 ou 4 maximum, et de réfléchir à un besoin que vous auriez, pour qu'on aille ensuite demander à une IA ce qu'elle répondrait à ce besoin, pour voir si sa réponse est intéressante, si sa réponse peut nous aider à faire quelque chose dans notre métier d'enseignant, de cadre, etc. Donc, comme le proposait Franck, l'un des points forts des intelligences artificielles, c'est vraiment pour nous inspirer. Donc, voilà, un besoin que vous auriez, un besoin qui est à vous. Moi, par exemple, je sais pas, j'ai besoin d'une séquence de cours, par exemple, sur tel ou tel sujet. J'ai besoin d'une activité à l'issue d'une sortie scolaire, par exemple, pour rebondir dessus, etc. Voilà. Imaginez un besoin.
Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire avec votre voisin, votre voisine, ou les gens qui vous ont accompagné à cet événement. Prenez quelques secondes pour y penser. Et s'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas à nous les donner. Vous avez une idée? Dites-nous. Alors, on a besoin d'une séquence en cycle 3 sur l'éducation aux médias et info intox. Donc on se le garde en mémoire. Info intox. Est-ce qu'il y a d'autres besoins là qui émergent? En même temps, c'est intéressant. On va essayer de retenir comment vous l'avez formulé aussi, parce que ça va être intéressant. Et d'ailleurs, dans la proposition que vous nous faites, on retient non seulement la formulation, mais on retient aussi des éléments de la formulation. On en reparlera tout à l'heure parce qu'ils sont assez fondamentaux pour obtenir une réponse un peu intéressante. Personne d'autre n'a une petite idée? Non. Ah, allez-y. Une séquence sur l'enseignement de la division. L'enseignement de la division, ok. Ben, c'est très bien. C'est vrai qu'avant de passer à ce travail, on s'est aussi posé la question de la formulation des énoncés de problèmes. Alors, on a identifié 2 besoins, peut-être d'autres par des timides qui n'ont pas osé donner les leurs. On va vous faire tester déjà dans un premier temps pour que vous compreniez que le recours à l'IA, ce n'est pas comme le recours à un moteur de recherche. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qu'il faut que vous ayez compris aujourd'hui, après ce petit atelier, c'est que quand vous allez formuler une demande à l'IA, il va vous donner une réponse, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut rebondir sur sa réponse, il faut lui poser des questions, il faut rajouter des éléments, il faut lui faire modifier les choses. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais essayé de poser une question à l'IA, d'intervenir? Quelques-uns quand même, ok. Donc là, c'est l'occasion. Vous allez avoir derrière un modèle ChatGPT, mais gratuit, accessible, sans inscription, sans compte, sans rien du tout. Donc n'hésitez pas. Ça fonctionne avec le téléphone. Le seul défaut de cet outil, c'est le contraste dans la réponse. On ne voit pas très bien, parce que vous allez voir que c'est un peu gris sur noir, donc c'est pas hyper lisible. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous l'ai dit, le contraste n'est pas très bon. On essaye de prompter... On essaye. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... On peut se baser sur la proposition qui est faite par la collègue si vous n'avez pas d'idée. Si vous avez votre idée, ben, je vous en prie, interrogez la machine. Nous, on va prendre ce premier élément. Donc, il faut savoir que derrière cet outil, on va faire travailler, en l'occurrence, ChatGPT sans authentification. Donc pour ce qui est de vos données personnelles, là, on n'en communique pas à la machine. Vous voyez qu'en plus, vous pouvez choisir différents modèles de langage. Hein. Vous avez QuickCast ici, ChatGPT là, et Bard à côté. Mais Bard en France, ça ne marche pas. Donc, séquence. Alors, je crois que vous me dites si j'ai fait une erreur par rapport, si j'ai oublié des choses. On va lancer l'IA. Et alors, je vais vous aider à lire, hein, parce qu'on ne voit pas bien, comme je vous disais, c'est noir sur gris. Même moi, sur mon écran, je ne vois pas grand-chose. Vous voyez que déjà, il est bavard. Il est toujours en train d'écrire. Parce qu'il vous propose, vu que c'est une séquence, il vous propose plusieurs séances. On va revenir sur les éléments de syntaxe ensuite. Alors voici, hein, je vous lis que le début, je ne vais peut-être pas tout vous lire en entier. Voici une proposition de séquence éducative sur les médias et l'information, incluant les infox pour le cycle 3. Séance 1, introduction aux médias. Objectif, comprendre le rôle des médias dans la société. Premièrement, commencez la séance en demandant aux élèves de nommer différents types de médias, journaux, télévision, etc. Discutez avec les élèves des raisons pour lesquelles les médias sont importants et ont de l'influence qu'ils peuvent avoir sur les opinions et les décisions.
3. Expliquer le concept de vérification de l'information. 4. Distribuer des exemples d'articles de journaux ou de nouvelles à chaque groupe d'élèves. Demandez-leur de discuter de la crédibilité des articles, etc. Séance 2, je vais juste lire les intitulés de séance pour que vous voyez comment ça fonctionne. Les différentes formes de désinformation. Objectif, identifier et comprendre les infox ou fausses informations. Séance 3, les responsabilités en ligne et le partage d'informations. Objectif, comprendre l'importance de vérifier l'information avant de la partager en ligne. Et séance 4, faire la différence entre infox et information fiable. Objectif, apprendre à évaluer la crédibilité des sources médiatiques. Donc on n'a pas tout lu, mais vous avez déjà une idée un petit peu de ce qui est proposé. Ah pardon, séance 5, excusez-moi. Conclusion et synthèse. Objectif, récapituler les connaissances acquises et encourager une réflexion critique continue sur les médias et l'information. Et il y a une petite note en bas. N'hésitez pas à adapter cette séquence en fonction des besoins spécifiques de votre classe et intégrer des activités interactives pour stimuler la participation des élèves. Donc en gros, on a une feuille de route. Pour l'instant, on est sur des principes qui sont assez généraux. Ce n'est pas encore très précis. Et il y a sans doute moyen d'optimiser la réponse. Alors là, on l'a fait avec une demande ou un besoin autour de l'éducation aux médias et à l'information. Tout à l'heure, j'ai entendu un besoin en mathématiques. Alors effectivement, on pourra lui poser un certain nombre de questions pour imaginer de construire une séquence en mathématiques. Sans doute qu'en mathématiques, on a fait des tests en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de lui quantifier le nombre d'heures qu'on a consacré pour qu'on soit dans le bon timing. Et comme c'est un modèle de langage, ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller le chercher parfois sur des éléments de contextualisation, même si je ne veux pas trop anticiper sur la suite. Et aussi, comme son travail, c'est de brasser de la langue, peut-être qu'on peut aussi parfois aller le chercher sur les questions de formulation, voire de reformulation, pour être sûr d'avoir des éléments que l'on communique qui puissent être bien compris des élèves auxquels on s'adresse. Il est tout à fait capable de s'adapter à différents niveaux de langage, et ça le rend quand même assez intéressant quand on travaille avec des populations d'élèves qui, elles, sont assez hétérogènes. Comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas s'arrêter à cette réponse. Ce n'est pas un moteur de recherche. L'idée, c'est que vous dialoguiez avec l'IA. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse, déjà ? Est-ce que vous avez des remarques ? Est-ce que vous auriez envie de répondre quelque chose ? Enfin, voilà. Excusez-moi, pourquoi est-ce que ce n'est pas un moteur de recherche ? Ce qu'il donne n'est pas forcément juste ou est-ce que... Non, c'est pas ça, c'est qu'on est dans une dynamique d'échange. Le moteur de recherche, vous tapez votre recherche, vous avez des résultats, vous cliquez, vous choisissez votre résultat. Là, le résultat, vous pouvez encore l'améliorer. C'est-à-dire, vous pouvez lui dire, ah bah, la séance 2, ok, la thématique, je la retiens. Par contre, le déroulé, j'aime pas trop. Est-ce que tu peux me proposer pour la séance 2 des activités en groupe pour ma classe ? Je veux les faire travailler en groupe et je veux leur faire utiliser telle ou telle ressource. Et là, il va modifier le déroulé en fonction de ce que lui aurait demandé. L'autre élément de réponse sur la question pourquoi ce n'est pas un moteur de recherche, parce qu'en fait, un moteur de recherche, il va vous communiquer des éléments qui sont déjà constitués sur le web. 1 page, 2 pages, 3 pages, vous avez une liste, et c'est à vous de faire votre choix. Tandis que là, on ne sait pas où il va chercher pour aller trouver l'information. Donc déjà, on n'a pas la source. Et non seulement on n'a pas la source, donc on ne sait pas sur quelle page il se base pour formuler son résultat, mais en plus, on ne sait pas comment il mélange les mots pour vous formuler la phrase. Non, vous n'aurez jamais de page. Non. Donc du coup, là, ce que vous avez, en fait, c'est une synthèse de texte qui est opérée à partir d'un corpus sur lequel il s'est entraîné, mais on ne connaît pas le corpus en question, et on ne sait pas où il va chercher les éléments d'information qui vous sont proposés là, ni même comment il les mélange. On pose une question sur la véracité du contenu ici. Globalement, il est plutôt bon. On lui a demandé tout à l'heure, on était sur les énoncés mathématiques, on lui demandait de nous proposer différents énoncés mathématiques en fonction de la typologie de Vergniaud. Il connaissait et on lui a demandé décline-moi des problèmes de multiplication pour chaque type dans la typologie de Vergniaud. Il l'a fait, donc il la connaît. Il a réussi à y répondre. Il est plutôt bon pour ça. Par contre, là où il est très mauvais, c'est quand vous lui demandez des sources ou voilà, là, il va en inventer. Parce que son modèle, c'est d'établir statistiquement quel est le meilleur mot qui va suivre celui qui vient d'écrire. Donc, ne prenez pas les sources, il les invente.
Voilà, voilà, il n'est pas bon pour ça. L'intelligence artificielle, telle qu'elle est aujourd'hui, n'est pas bonne pour ça. Et y compris parce qu'on a pris la précaution de... On est en train de digresser, parce que ça nous arrive tout le temps quand on parle de ces sujets-là, mais si vous lui demandez s'il connaît la typologie de Vergniaud, il peut vous dire oui. Il peut vous enfumer totalement sur Vergniaud, voire même, il peut prendre des éléments vrais ou véridiques sur la typologie telle que Vergniaud la décline, et en même temps, il peut affabuler autour, c'est-à-dire que vous allez avoir un mélange de tout. Donc c'est pour ça que c'est souvent important en fait, que de connaître avant le sujet sur lequel on va l'emmener. Donc sur les recherches, beaucoup de prudence. Sur la capacité à manipuler le langage, là par contre, vous pouvez être certain que vous avez une machine qui vous produit du texte cohérent, juste grammaticalement, syntaxiquement, etc. Sur la syntaxe, il est imparable. Sur la sémantique, ça c'est votre affaire. Donc il y a quand même besoin d'une intelligence humaine pour aller travailler les résultats qui sont proposés là. Oui, mais pas avec une très grande variabilité. C'est-à-dire, si vous lui reposez la question là, il va vous proposer quelque chose d'assez similaire, avec des petites différences, mais assez similaires malgré tout. Ça va dépendre. Je ne sais pas en fait de quoi ça dépend. Oui, voilà. C'est là où ça reste important. C'est-à-dire que c'est vous qui faites le choix, c'est vous le pédagogue, c'est vous la maîtresse, le maître en classe. Vous lui demandez une séquence ou une séance, il vous propose quelque chose, mais voilà, vous trouvez que c'est bien ou pas bien, ou ça peut être mieux, vous le faites, vous lui répondez pour améliorer sa réponse et pour que ça aille jusqu'à ce que vous soyez satisfait, ou alors jusqu'à ce que vous soyez suffisamment inspiré pour pouvoir vous débrouiller tout seul. C'est ça. Donc n'allez pas chercher un sachant, allez chercher quelqu'un avec lequel vous entrez en dialogue qui va vous faire peut-être évoluer dans votre posture ou dans votre position. C'est un peu ça la créativité. Donc, être créatif tout seul, parfois c'est dur. On a besoin de l'idéation de quelqu'un d'autre, des réponses de quelqu'un d'autre pour pouvoir aller plus loin et idéer mieux. Par contre, il se connaît bien lui-même. Donc, si une fois qu'on a obtenu un résultat, on est allé chercher un résultat pour là où c'est intéressant d'aller interroger la machine, maintenant, Julia l'a dit, on va rentrer dans un processus itératif, c'est une conversation. Et donc, comme il se connaît, on peut aussi lui demander de comment on peut, sur les conseils de la machine, aller la chercher pour que le résultat soit meilleur. C'est-à-dire que si c'est vos premières fois avec une IA, que vous ne savez pas trop comment faire, vous allez pouvoir lui demander de vous aider à faire mieux pour lui parler, à mieux lui parler. Donc là, c'est un exemple de prompt que vous pouvez utiliser. Vous lui dites, voilà, je vais te donner un prompt. Le prompt, c'est l'écriture de votre demande. Et ton objectif, c'est de m'aider à obtenir une réponse de qualité en me posant 5 questions, me demandant des précisions utiles. Vous pouvez demander 5 questions, vous pouvez 10 questions, comme vous voulez. Vous gérez en fonction du temps que vous avez devant vous. Et quand j'aurai répondu aux questions, améliore ta réponse en fonction des précisions que j'aurai apportées. Est-ce que tu as compris? On va tester, si vous voulez, devant vous. Et vous allez voir qu'il va vous poser des questions et ça va vous aider à mieux comprendre ce dont il a besoin pour vous donner une réponse de qualité et qui soit au plus juste de vos besoins, justement. Alors, on a souvent vu ces critiques lorsqu'on surfait sur Internet les premiers mois après l'arrivée de ChatGPT. C'était oui, mais il dit n'importe quoi, c'est complètement nul, c'est pas satisfaisant. En fait, c'est pour construire sa réponse, il utilise les mots que vous avez mis dans la commande, le prompt. Donc, quand le prompt n'est pas bon, la réponse n'est pas bonne. Et que apprendre à travailler avec ChatGPT ou les modèles de langage, ça nécessite aussi que nous, on s'habitue à la manière dont les résultats sont produits. C'est pour ça qu'il faut savoir prendre son temps. Et que, par ailleurs, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il faut accepter de rentrer dans un échange avec du non-humain. Et ça, c'est aussi un changement de posture qui n'est pas forcément évident à avoir dès les premiers jours, quoi. Donc n'hésitez pas à vous dire que s'il n'est pas bon,
c'est pas parce que le logiciel est mal foutu, c'est juste parce que peut-être que nous, la manière dont on s'est adressé à lui ne lui permet pas de nous produire des résultats satisfaisants. Il faut recommencer. Donc là, je lui ai mis mon petit prompt qui va me servir d'être un prompt amélioratif de prompt, justement. Je lui ai dit, voilà, je vais te donner un prompt, tu vas m'aider à l'améliorer. OK, il me dit OK, vas-y, envoie-moi ton prompt. Donc je lui envoie le même que tout à l'heure. J'ai juste changé séquence en séance pour qu'on ait une réponse plus courte peut-être, même s'il va quand même être bavard. Et là, voilà, on lui a demandé 5 questions, il me pose 5 questions. Et le contenu des questions est intéressant, la typologie des questions. Qu'entendez-vous exactement par cycle 3 ? N'oublions pas que c'est une intelligence artificielle dont le corpus est surtout américain. Donc cycle 3, est-ce que ça lui parle ? C'est pareil, si vous dites des élèves de CM1, il ne va pas forcément comprendre. La petite astuce, c'est de mettre l'âge. Qu'entendez-vous par cycle 3 ? Faites-vous référence à l'éducation nationale française ou à un autre système éducatif spécifique ? Question 2. Quelle est la durée prévue pour cette séance d'éducation aux médias ? Important aussi pour vous donner un déroulé. Avez-vous des préférences concernant les supports à utiliser lors de cette séance ? Par exemple, souhaitez-vous utiliser des vidéos, des présentations PowerPoint, des exemples concrets, etc. Y a-t-il des sujets ou des thèmes spécifiques que vous souhaitez aborder pendant cette séance d'éducation aux médias, tels que les fake news, la vérification des sources, le discernement de l'information ? Et 5. Avez-vous déjà des ressources ou des références en tête que vous souhaitez utiliser pour cette séance ou souhaitez-vous que je vous en recommande ? Donc, ces 5 questions, vous pouvez y répondre une par une et il va adapter son déroulé en fonction de vos réponses. Mais ce qui est intéressant, c'est la typologie de ces questions. Qu'est-ce qu'il vous demande en fait ? Des précisions. Lesquelles ? L'âge, le temps, le matériel que vous avez à disposition, vos choix pédagogiques. Et en fait, voilà, dans la première réponse, il avait une réponse, il vous a proposé un déroulé. Mais ce n'est pas forcément une réponse qui est adaptée à vous, à votre pédagogie, à vos élèves. Alors que si vous lui rajoutez ces précisions, la réponse va l'être davantage. Et ça, il faut le comprendre. Il faut comprendre qu'en fait, prompter, ça nécessite un petit peu d'exercice, que vous pouvez demander à la machine de vous aider à mieux savoir le faire. Et ensuite, vous pouvez très bien avoir une structure de prompt que vous réutilisez à chaque fois pour ne rien oublier. Et donc, du coup, ça va nous permettre de passer à la diapo suivante parce que je suis en train de surveiller la montre, il est 11, il nous reste donc 4 minutes. Mais ce qu'on retient là, c'est effectivement, il faut lui donner des éléments de contexte. Mais ce qui est intéressant, c'est que les éléments qu'on lui donne sont justement les éléments qui font la professionnalité de tout un chacun. C'est-à-dire que quand on n'est pas soi-même assis sur des compétences solides et un point de vue clair dans l'analyse de la classe, de son environnement, l'IA, elle va nous servir à rien. On aura des réponses, mais en termes de pertinence, ce ne sera pas très bon. Et c'est là où l'exercice devient intéressant, c'est-à-dire que là, on a un outil qui est assez puissant, mais sans compétences professionnelles solidement installées derrière, sans un point de vue global qui permette justement de comprendre l'environnement dans lequel on évolue, en fait, l'outil ne nous sert plus à rien. Et on se retrouve dans la peau de nos élèves qui parfois sont, pour donner satisfaction à l'enseignant, vont copier-coller la question qu'il aurait posée dans l'outil. Ils vont avoir une réponse, hop, ils vont à leur tour la copier-coller et la mettre en forme ou sur la copie, mais le résultat ne sera pas satisfaisant. Donc, ce que dit Julia, c'est que le prompt, la manière dont on interagit avec la machine, oui, c'est une compétence, oui, ça se développe, mais c'est une compétence qui en plus s'appuie sur des savoirs qui sont déjà installés et qui sont des savoirs solides. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 2 choses. L'IA n'est pas prête de vous remplacer, de 1. Et de 2, travailler l'IA avec les élèves, c'est aussi s'appuyer sur leurs compétences, c'est aussi travailler des compétences langagières, par exemple. Voilà. Donc, en termes de... Peut-être on peut passer à la diapo 8 parce qu'on va avoir du mal à remettre un peu d'interaction pour conclure correctement, mais retenez bien, en tout cas, que quand vous interagissez avec la machine, les questions de fond et de forme vont être fondamentales. Il faut vraiment le nourrir avec des formules qui soient claires. Plus vous rentrez d'informations dans la machine, meilleures les réponses sont. Faites des phrases courtes,
mettez des points, il les comprend, il les interprète. Définissez à minima un objectif pédagogique qui soit clair. Levez les ambiguïtés, pensez qu'il est entraîné sur des modèles et sur des ressources anglo-saxonnes. Donc, toutes les ambiguïtés qui vont être liées au système français ou européen, il faudra les lever. Les termes techniques, c'est pareil, il ne va pas les connaître. Ici, il n'y en a pas, mais par exemple, parlez-lui de notre école, faisons-la ensemble, il ne va pas comprendre. Hein. Donc, on évite le jargon, on est précis, on donne un maximum d'éléments de contexte, l'âge des élèves, la situation, etc. On lui dit aussi, ou on le renseigne sur la modalité pédagogique qu'on veut mettre en œuvre. Est-ce qu'on est sur de l'enseignement explicite? Est-ce qu'on est sur de la pédagogie de projet? Est-ce qu'on est dans de la remédiation? Tous ces éléments-là, il va en avoir besoin. Et puis ensuite, on rentre dans une démarche itérative, parce que ce n'est pas parce qu'on a un premier résultat, qu'on peut s'en satisfaire ou qu'on doit s'en satisfaire. Il ne faut pas hésiter à être exigeant avec la machine. De toute façon, la machine, même si vous êtes très très exigeant, elle ne vous en tiendra pas rigueur, elle n'a pas de sentiments, elle n'a pas d'émotion, elle ne se fatigue pas et elle est très patiente. Donc allez-y. Mieux que la plupart de vos collègues de travail. Voilà, donc aujourd'hui on voulait profiter de ces 30 minutes avec vous pour démystifier un peu cet aspect ou ces questionnements sur les IA génératives. C'est aussi une manière de vous dire que si dans l'année scolaire qui vient, vous êtes en besoin de formation autour de ces outils qui sont déjà dans les familles, dont les élèves se servent déjà. S'il y a des besoins de formation, n'hésitez pas à consulter les offres de Réseau Canopé sur les questions d'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, les EASC viennent nous chercher pour qu'on puisse accompagner vous accompagner autour des enjeux d'intelligence artificielle. C'est aussi des formations qui vont être déployées en direction de vos cadres, et c'est aussi une offre une question que l'on traite depuis très longtemps à Réseau Canopé. Là, je vois Romain qui est là. Ça fait des années qu'avec son équipe, il travaille dessus. Donc, on a des éléments d'information sur les IA génératives, certes, mais aussi sur d'autres types d'intelligence artificielle qui font écho à vos pratiques professionnelles et qui sont parfois déjà présentes dans les applications qui sont utilisées par les élèves en classe. Je te laisse conclure. C'était une belle conclusion déjà. Donc oui, pensez bien que là, on a utilisé une intelligence artificielle de type modèle de langage. Il y en a d'autres. Vous pourrez les découvrir. On espère au moins que ce petit atelier vous aura permis de mieux interagir avec elles, de voir comment vous pouvez les utiliser pour votre pratique professionnelle de façon intelligente. On espère vous voir en formation.